parce qu'en fait, ça fait un peu plus de un an et demi que la démarche DEEP est lancée au niveau national par la SFSP, coordonnée par la SFSP, qui part d'un constat qu'il n'y a pas, hormis quelques initiatives dans certaines régions, d'espaces communs d'échange entre porteurs de programmes probants, dit programmes validés, de têtes de réseau, de partenaires, pour partager des réflexions sur les difficultés que peuvent rencontrer ces acteurs, ces institutions ou les chercheurs impliqués dans ce dynamique-là. Et donc, voilà, à la demande de certains de nos membres, on a lancé cette dynamique qui est soutenue par la DGS et Santé publique France. Et il y a des partenaires proches qui sont dans le COPIL, dans la Fédération Promotion Santé, la Fédération Addiction, l'INCa, entre autres. Et à chaque fois, il y a eu donc plusieurs événements depuis 2023 avec des temps de rencontre en présentiel et aussi des temps d'échange via des focus group aussi dans le cadre de l'enquête que je vais vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui. Et donc voilà, l'idée est quand même de permettre d'avoir des expériences et des partages de comparaison des expériences de déploiement, puisqu'en fait, il y a différents types de programmes probants, il y a différentes modalités de, de de, de déploiement et de mise en œuvre. Et puis, en fait, l'idée, c'est que quand même pouvoir permettre d'échanger les pratiques sur ces acteurs et parties prenantes impliqués dans les programmes probants. Et puis, idéalement, partager, faire un bilan de ces expériences pour soutenir aussi des axes de travail. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc là, l'idée de la dynamique, ça a été beaucoup plus de prendre le temps de faire un petit peu un état des lieux des différentes pratiques. Et puis là, en perspective, en fin de présentation, je vous partagerai un peu des perspectives, des axes de travail qu'on vous propose de travailler en fonction de vos disponibilités auxquelles vous pouvez participer. Pour l'année 2024. Donc, l'idée, donc là, c'est d'avoir un premier temps de présentation, comme je vous l'ai dit, de Nolwenn, qui se présentera plus en détail, mais qui va nous parler de son travail de recherche sur la mise à l'échelle des interventions complexes pour la santé des populations. Et donc, elle présentera un petit peu ce qu'elle a pu identifier dans le cadre de sa revue de littérature dans un premier temps. Et puis, et elle expliquera aussi, elle détaillera aussi ce que les gens qu'elle a pu rencontrer dans le cadre de son travail de thèse ont pu aussi partager sur la mise à l'échelle. Et donc voilà, donc il y aura une présentation un petit peu plus théorique, un temps d'échange, et puis après, moi je viendrai aussi présenter ce que j'ai identifié à partir de focus group et différentes modalités d'enquête. Et bien sûr, tout ça a été permis grâce à la participation et la contribution de certains d'entre vous que je remercie. Et voilà, l'idée c'est quand même que, en fait, sur 2 heures, je vais pas tout vous présenter, mais donc il y a un document qui est un document, un livrable, un document de synthèse de cette enquête qui va, enfin même un document, un rapport de résultats de ces enquêtes qui va sortir en mai. Mais donc là, l'idée c'était plutôt de vous présenter dans les grandes lignes les grands éléments et les conclusions, et puis sachant que la version un peu plus complète arrivera dans la foulée, puisqu'elle est en cours de finalisation de rédaction et de mise en page. Donc, fin avril, début mai, on diffusera tout ça, et puis voilà, on prendra, je vous l'ai dit, un temps sur les activités DEEP pour 2024. Ce que je vous propose peut-être à chaque fois, c'est peut-être d'écouter et puis mettre vos questions dans le chat. Et puis à chaque fin d'intervention, et moi pour ma part, dans chaque peut-être partie de mes présentations des résultats d'enquête, je reprendrai certaines des questions s'il y en a. Voilà, je te laisse la parole, Nolwenn. Peut-être, est-ce que déjà, d'ores et déjà, il y a des questions non, à cette étape-là? Ça va, du coup, Nolwenn, je te laisse le partage d'écran, j'arrête le mien. Et puis, merci beaucoup pour ton intervention. Alors merci, est-ce que vous m'entendez bien? C'est très bien, oui. OK, alors je vais essayer de vous mettre mon écran. Hop.
Alors, je ne sais pas si vous avez non, vous n'avez pas encore mon écran, je crois. Non, Non? on ne voit rien, Nolwenn, non. Alors là, peut-être. Ça arrive, oui, très bien. Oui? Oui, Vous avez ma présentation? oui, tout à fait, si tu Et peux je la vous la mets mettre en grand. plein écran. Voilà, C'est ça c'est parfait, bon? ouais. OK, Oui, très parfait. bien. Bon, merci Merci, beaucoup. Nolwenn. Désolée pour ce petit ajustement technique. Alors, donc, oui, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Nolwenn Stevens, je suis ingénieure d'études en santé publique et je travaille au sein de l'équipe Évidence qui est rattachée à l'Université de Bordeaux et co-dirigée par François Alla et Linda Cambon. Parallèlement, je suis également impliquée dans le réseau SORIS, donc le réseau pour la recherche interventionnelle en santé des populations. Et je viens vous parler aujourd'hui, donc merci pour ton invitation, Timothée, plus spécifiquement donc de travaux de recherche que je mène sur la mise à l'échelle des interventions dites complexes, donc multicomposantes pour la santé des populations, l'intervention de santé publique. Puisque ces 3 dernières années, j'ai pu finalement explorer, étudier cette mise à l'échelle sous malheureusement pas toutes les coutures, parce que je n'ai pas encore pu tout explorer, je ne pourrais pas malheureusement tout explorer, mais en tout cas sous de nombreuses coutures, puisque j'ai choisi d'en faire donc le sujet de ma thèse que je mène encore actuellement. Je suis dans les derniers mois sous la direction donc de François Alla et d'Henri Bergeron. Donc, je vais vous parler de mise à l'échelle. La mise à l'échelle et le déploiement, tel qu'évoqué dans la démarche DIP, ce ne sont pas des notions parfaitement superposables, mais elles présentent de nombreuses accointances. Vous le verrez et vous le reconnaîtrez au cours de nos différentes présentations, la mienne et celle de Timothée en suivant. Et on va vous proposer justement de voir un petit peu, d'avoir un regard complémentaire, on va dire, sur ces aspects communs entre la mise à l'échelle et le déploiement. Je vais donc vous proposer aujourd'hui finalement des résultats d'étape, des résultats préliminaires dans cette thèse en cours, en tout cas pas encore déposée. Et donc, c'est une sorte de petite avant-première sur un extrait, sur une sélection des travaux que j'ai pu mener. Alors, si mon diaporama défile rapidement, je voudrais commencer tout de suite par quelques éléments qui vont me permettre de vous expliquer pourquoi est-ce que je vais vous parler donc de mise à l'échelle aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi s'intéresser à la mise à l'échelle? Et là, je pense qu'on serait assez d'accord avec Timothée, pourquoi s'intéresser au déploiement également, hein. D'un point de vue de santé publique, en fait, la mise à l'échelle, elle permet de concrétiser des progrès pour la santé des populations à partir d'expérimentations prometteuses. Autrement dit, s'il existe des bonnes idées interventionnelles, si elles sont découvertes ou si elles sont développées, mais qu'elles restent bloquées dans des incubateurs sans se frotter au monde réel, si elles sont circonscrites à des espaces restreints, si elles ne touchent que quelques personnes ou si elles s'éteignent aussi vite qu'elles ont pris vie, eh bien, elles ne pourront jamais permettre d'atteindre des progrès de santé à l'échelle d'une population. Elles ne permettront pas d'influer sur les déterminants de la santé d'une population et c'est pourtant la visée de l'action, de l'intervention en santé publique. Donc pourquoi maintenant est-ce que la RISP, la recherche interventionnelle pour la santé des populations, s'en mêle de cette question de mise à l'échelle? Eh bien, la RISP, c'est défini comme l'utilisation de méthodes scientifiques pour produire des connaissances sur les politiques, sur les programmes, bref, sur les interventions mises en œuvre dans le secteur de la santé ou en dehors de ce secteur et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la santé de la population. Et donc, dans le vif du sujet, hein. Très concrètement, on a le Medical Research Council, le MRC, qui considère qu'il est de rôle de la RISP de fournir des interventions qui soient à la fois efficaces, réalisables, rentables, transférables et généralisables dans des conditions réelles. Donc, finalement, la mise à l'échelle, on peut l'appréhender un petit peu comme l'aboutissement du continuum de développement des interventions qui comprend conception, évaluation et mise à l'échelle, in fine, on va dire, de l'intervention. Mais malgré l'importance de cette perspective de généralisation, aujourd'hui, il n'existe pas de procédure systématique qui permette de guider le développement des interventions dans la visée d'une mise à l'échelle. On n'a pas d'étapes clés qui ponctuent le parcours de développement des interventions, comme celles, par exemple, qui sont édictées dans le développement du médicament. On n'a pas de gold standard, pas d'outils, pas de démarche de référence qui permettent d'établir la validité d'une intervention pour sa mise à l'échelle. Et pourtant, s'il y a un constat qui est unanimement partagé par ceux qui ont fait l'expérience de cette mise à l'échelle, ou en tout cas de tentative de mise à l'échelle, c'est que la mise à l'échelle ne va pas de soi
elle ne constitue pas l'évolution naturelle ou spontanée d'une intervention. Et c'est comme ça qu'on voit que de nombreuses interventions peuvent perdurer et parfois longtemps en tant qu'initiative locale. D'autres interventions vont accéder à la mise à l'échelle sans avoir été pertinemment éprouvées et d'autres encore échouent lors de leur mise à l'échelle malgré des résultats qui ont été prometteurs lors de leur expérimentation. Donc, quelles ambitions on peut poursuivre en s'attaquant à ce sujet-là, à ce sujet de la mise à l'échelle et aux notions connexes telles que Timothée s'y attelle également? Eh bien, clarifier le concept, les notions, clarifier le processus et clarifier les conditions, pour ma part, de la mise à l'échelle, devrait permettre, d'une part, d'éclairer la prise de décision en santé publique, puisqu'elle doit s'appuyer sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, et ces connaissances ou ces preuves, elles ne concernent pas seulement l'efficacité des interventions, c'est vraiment l'ensemble des faits ou des informations qui sont disponibles et qui vont permettre d'indiquer si une proposition est vraie ou valide. La validité d'une intervention pour la mise à l'échelle, elle couvre en fait un large faisceau de preuves qui doivent être considérées de façon incontournable pour la décision. Et d'autre part, l'intérêt de s'attaquer à ces sujets-là, c'est d'aiguiller bien sûr les acteurs, et ça, Timothée en est une preuve vivante, sur ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour mettre à l'échelle une intervention, ainsi que les conditions qui sont à rechercher, à rassembler pour favoriser, on va dire, la mise à l'échelle d'une intervention. Alors maintenant, très, très rapidement, quelques mots sur les méthodes que j'ai à employer pour travailler un petit peu ce concept-là, même si ce n'est pas l'enjeu précisément aujourd'hui, mais que vous sachiez un petit peu d'où sont issus les résultats dont je vais vous parler. 2 études ont été conduites pour explorer la mise à l'échelle. La première qui consiste en une revue de littérature internationale. Les objectifs de cette revue, c'était d'identifier les cadres, les modèles conceptuels, les guides et les outils qui sont développés sur la mise à l'échelle des interventions donc de santé publique. On a ensuite analysé ces publications, à la fois pour décrire le concept donc, de mise à l'échelle, je vous en parlerai plus en détail dans quelques instants, pour identifier les conditions de succès de la mise à l'échelle, pour identifier les freins, pour décrire les étapes ou les phases de travail qui sont liées au processus de mise à l'échelle. Il s'agissait, nous, de comprendre de quelle façon cette notion de mise à l'échelle avait été approchée, décrite et mobilisée en santé des populations, en tout cas dans la recherche. Parallèlement, ou plutôt successivement à cette première étude, on a mené une série d'entretiens auprès d'expérimentateurs donc de la mise à l'échelle d'une intervention, on les a nommés ainsi. L'objectif dans ce cas, c'était de recueillir l'expérience et la perception des parties prenantes sur le processus de mise à l'échelle d'une intervention de santé publique. Cette étude, elle nous a permis à la fois de compléter et de dynamiser les résultats de la revue qui avait été menée précédemment, qui avait un angle plus conceptuel, plus méthodologique et plus pédagogique, puisque finalement, elle s'intéressait aux auteurs de référence du domaine et des questions soulevées. Alors, auprès de qui est-ce qu'on a mené ces entretiens? On a recherché une diversité de types d'acteurs. Donc, on a pu discuter avec des opérateurs, des porteurs de projets, des chercheurs, des accompagnateurs rattachés à une structure d'appui. On a eu en tout cas un large éventail de profils, on va dire, vis-à-vis de la mise à l'échelle ou de l'intervention étudiée. Tous ces acteurs, ils étaient impliqués ou ils avaient été impliqués dans un processus de mise à l'échelle d'une intervention et que celui-ci est abouti ou non, que celui-ci soit considéré comme réussi ou pas, terminé ou non. Ça, c'est important de le dire. Et ces 2 études, donc, elles ont permis d'explorer plusieurs aspects de la mise à l'échelle. Alors, je vous parlerai aujourd'hui des 2 premiers éléments que vous voyez sur la diapositive, donc du concept même de mise à l'échelle et du processus de mise à l'échelle. Mais je l'indique d'emblée, pour embrasser le phénomène, il est aussi intéressant, bien sûr, de se pencher sur les caractéristiques de l'intervention, et je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais notamment sur ses évolutions au cours du processus, sur les évaluations également qui sont appliquées à l'intervention, à la fois pour nourrir les décisions, mais aussi pour apprécier la mise à l'échelle elle-même, sur les conditions, bien sûr, de succès et sur les freins à la mise à l'échelle, et puis sur les décisions et l'éventail de décideurs qui participent du phénomène de mise à l'échelle. Mais ça, j'aurai peut-être l'occasion, la chance de vous en parler une prochaine fois. Donc, on va se centrer sur ces 2 premiers objets. Alors, je vous propose tout de suite de nous immerger un petit peu dans la thématique et de nous attaquer au concept. Alors, si on s'intéresse au concept de mise à l'échelle,
La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il existe de nombreuses définitions qui ont été proposées ces 20 dernières années dans la littérature scientifique, et qu'aujourd'hui, aucune de ces définitions ne fait consensus, mais certaines sont plus fréquemment utilisées que d'autres. Je vous ai mis ici les définitions les plus souvent rapportées, celles qui, sans faire consensus, font en tout cas référence pour nombre d'auteurs. Alors, synthétiquement, dans le concept de mise à l'échelle, on distingue deux approches principales. La première, c'est le potentiel de mise à l'échelle, ce qu'on retrouve en anglais sous le terme scalability. Je vais vous en toucher deux mots. Et le second, c'est la mise à l'échelle elle-même, et qu'on rencontre sous les termes scaling up, scale up, implementation at scale, notamment. Alors, le potentiel de mise à l'échelle, c'est l'équipe de Milat qui l'a proposé ou avancé, la scalability 2013-2015, je dirais, dans différents écrits. Et là, on se centre sur la capacité, on va dire, d'une intervention à être mise à l'échelle. Et donc, Milat et son équipe ont développé un petit peu cette idée de potentiel, de possibilité ou non, rattachée à une intervention, d'être déployée plus massivement, on va dire, sur les territoires. Donc, ce qui va nous intéresser davantage pour l'instant, c'est la mise à l'échelle elle-même, c'est les définitions en bleu que vous voyez sur cette diapositive. Et donc, 3 définitions sont majoritairement empruntées. Je vous ai posé ici celle de Simmons, celle de l'OMS et d'ExpandNet et celle de Mangam et Hanson. Alors, je vous propose qu'on puisse y revenir si vous le souhaitez en fin de présentation. Mais pour l'instant, je vais vous emmener avec moi pour sauter, on va dire, directement dans la synthèse, on va dire, de l'ensemble des définitions qui sont proposées et que j'ai souhaité représenter graphiquement pour que vous fassiez, je l'espère, une idée un petit peu plus précise de ce concept-là. Alors, je vous propose donc de schématiser la mise à l'échelle des interventions de santé publique en représentant d'abord, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais je vais vous le décrire, les 3 dimensions que recouvre la notion de mise à l'échelle, c'est-à-dire le temps, l'espace et les réalités. C'est les triangles orange, les dimensions de la mise à l'échelle que j'ai fait figurer sur le schéma. Je reviendrai plus tard, mais donc ces dimensions-là, alors pourquoi l'espace, la mise à l'échelle vise ou c'est un processus qui a pour but de l'expansion dans les territoires et l'expansion auprès d'une population plus nombreuse, on va dire. Pourquoi l'expansion dans la dimension du temps, c'est que la mise à l'échelle s'intéresse à la pérennisation, à la perpétuation de l'intervention, donc dans le temps, à sa durabilité. Et pourquoi dans la réalité? Parce que dans la notion de mise à l'échelle, il y a la question de franchir, on va dire, un dispositif expérimental pour se rattacher aux conditions réelles de déploiement et donc à une forme de normalisation de l'intervention. Je représente également sur ce schéma sa nature processuelle, donc par les différentes phases, étapes que vous voyez avec les petits jalons bleus sur la gauche. Donc, l'idée est de bien avoir en tête que cette mise à l'échelle, c'est un phénomène dynamique. C'est un phénomène dynamique qui a une subordination finalement à un ensemble de conditions. Je ne rentrerai pas vraiment dans l'exposé aujourd'hui, mais vous voyez ces conditions en violette, elles sont liées à plusieurs éléments. Cette mise à l'échelle, elle repose sur des ressources dédiées. Elle est dépendante d'une décision, en réalité de décisions au pluriel, et elle a des finalités bien particulières. S'il y a bien une chose sur laquelle s'accordent toutes les définitions, c'est qu'elles écartent toutes la spontanéité du processus de mise à l'échelle, je vous le disais en introduction, et elles distinguent donc les processus passifs de diffusion des processus actifs ou efforts délibérés de dissémination que constitue la mise à l'échelle. Donc, la mise à l'échelle, on la rapprochera davantage, en tout cas, de cette idée de dissémination plus que de celle de diffusion. Alors, si on regarde les différents travaux analysés et qu'on veut le formuler, cette fois, en mots et non plus en images, eh bien, on pourrait, pour embrasser un petit peu les différentes nuances qui sont soulignées dans les définitions existantes, proposer une définition, je le concède tout de suite, est à rallonge, mais en tout cas, de voir la mise à l'échelle comme un processus actif qui est tridimensionnel, composé de l'expansion géographique ou populationnelle, composé de la normalisation et de la pérennisation de l'intervention, qui est conditionné par des caractéristiques qui sont liées à l'intervention, au contexte, à la population, aux ressources, ainsi qu'à l'implémentation, aux stratégies de dissémination, qui est issu d'une décision ou de décisions qui nécessite la mobilisation de moyens dédiés dans l'objectif d'accroître
l'impact sanitaire de l'intervention en faisant un usage rationnel des ressources et selon un principe d'équité. L'enjeu de la mise à l'échelle, il est donc triple lui aussi. Il est à la fois sanitaire, éthique et économique. Il s'agit à la fois donc d'accroître l'impact des interventions de santé publique en étendant donc leur dissémination sur un territoire plus vaste et auprès d'une population plus large. C'est aussi l'idée de capitaliser les connaissances acquises au cours des phases expérimentales en ne restreignant pas les bénéfices de ces expérimentations aux expérimentateurs, justement, et en permettant à l'ensemble des potentiels bénéficiaires d'en tirer profit. Et enfin, c'est aussi l'enjeu d'utiliser des ressources mises à disposition des systèmes de santé de façon raisonnée et efficiente. Maintenant qu'on a un petit peu une vision d'ensemble et les grandes lignes qui structurent le concept de mise à l'échelle, eh bien, on va compliquer un petit peu les choses puisque ce qu'on voit dans la littérature, c'est que plusieurs auteurs ont proposé des variantes de mise à l'échelle, ont proposé de caractériser la mise à l'échelle de différentes façons et d'en faire une typologie. Donc, schématiquement, on peut distinguer 4 catégories de mise à l'échelle et je vous propose aujourd'hui de nous pencher rapidement, mais sur les 2 premières qui sont les plus courantes et les plus structurantes, on va dire, dans l'abord de la mise à l'échelle. La première, c'est la mise à l'échelle nommée horizontale. Et ce type de mise à l'échelle, il correspond finalement au rayonnement de l'intervention par sa réplication ou ses réplications successives jusqu'à la mise à l'échelle. Les interventions, elles sont reproduites sur des sites géographiques différents, elles sont étendues à davantage de populations, à de nouvelles catégories populationnelles. Et dans cette formule de mise à l'échelle, la réplication stricte donc est rarement possible. Les interventions, rarement ou pas possibles, les interventions sont donc généralement adaptées pour répondre donc aux possibilités, aux besoins des contextes. On est donc dans le cas d'adoptions multiples qui mènent à la mise à l'échelle, donc de multiplication de volontés au pluriel menant à épouser cette intervention. Dans le second cas dont je vous parlerai, à droite, c'est une forme de mise à l'échelle qu'on nomme verticale. Ce type de mise à l'échelle, elle correspond à l'institutionnalisation de la mise à l'échelle, à l'institutionnalisation du coup de l'intervention, soit la décision centrale d'étendre l'intervention ou l'apparition de modifications des conditions d'ordre politique, juridique, budgétaire qui permettent le rayonnement de l'intervention. On est vraiment dans l'idée ici de systématisation de l'intervention et d'intégration donc de l'intervention dans la norme et de façon réglementaire plutôt dans le droit commun. C'est ces deux grandes types, ces deux grandes variantes de mise à l'échelle qui vont être le plus rencontrées, qui vont nous intéresser. Toujours dans l'idée de saisir un petit peu ce concept de mise à l'échelle, je vais resserrer mon propos sur la dimension d'expansion territoriale que je vous présentais précédemment, de la mise à l'échelle, qui a, elle, tout à voir avec la question du déploiement, comme envisagé dans la démarche DIP. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une taille, est-ce qu'il y a un territoire concerné à partir duquel on peut parler de mise à l'échelle? Alors, dans les réponses qu'on a dans la littérature et par les différents expérimentateurs de la mise à l'échelle, la mise à l'échelle, elle n'impose pas et elle ne concerne pas une échelle territoriale précise. On a des mises à l'échelle qui sont identifiées au niveau local, sur des communes, sur des communautés d'agglomération, par exemple, au niveau départemental, au niveau régional, national ou international. Donc, pas de seuil, on va dire, à franchir sur la taille du territoire concerné. Alors, dans ce cas, on peut se demander comment est-ce que les frontières de la mise à l'échelle, elles sont déterminées? Eh bien, des frontières de la mise à l'échelle, elles sont moins le fruit finalement de réflexion ou de décisions stratégiques concernant la dissémination de l'intervention d'intérêt que de périmètres de compétences au sens des aptitudes légales. En fait, les frontières de la mise à l'échelle d'une intervention, elles sont dans la plupart des cas superposables, totalement superposables à celles des missions ou des activités qui sont confiées à l'acteur qui porte l'intervention ou qui porte sa dissémination. L'échelle donc visée pour la dissémination de l'intervention, elle est bien souvent celle qui respecte la légitimité de l'acteur. Et le périmètre finalement de dissémination qui est ambitionné est donc la plupart du temps déterminé dès la construction ou le repérage de l'intervention en correspondance avec la zone d'activité de l'acteur. Une autre façon d'établir, on va dire, les frontières de cette mise à l'échelle, la détermination de cette échelle est également fonction du périmètre des responsabilités du financeur, bien sûr, ou du décideur. Et en France, c'est simplifié, mais
La structuration institutionnelle de la santé publique, elle induit des périmètres de dissémination qui sont plutôt régionaux dans la plupart des cas, et c'est conforme donc au pouvoir des agences régionales de santé. Plus rarement, ce sont des périmètres départementaux qui correspondent aux délégations territoriales des ARS notamment, ou bien nationaux, en corrélation avec les décisions du ministère de la Santé, de l'Agence nationale de santé publique et d'autres institutions ou groupements qui exercent à cette échelle. Donc c'est ainsi qu'on fixe, ou que sont fixés plutôt, les périmètres de déploiement des interventions dans le cadre des mises à l'échelle. Alors, on a vu que cette mise à l'échelle, elle avait plusieurs variations de déclinaison sur les territoires. On a vu que ces périmètres pouvaient être différents. Est-ce que ça recouvre les mêmes réalités dans le sens, est-ce que toutes ces mises à l'échelle existantes, elles poursuivent les mêmes objectifs ou les mêmes stratégies? En fait, non, là encore, hein, bien sûr, c'est pas si simple. Il y a plusieurs façons de penser la mise à l'échelle de l'intervention et on identifie 3 grandes stratégies types. La stratégie de l'opportunisme, la stratégie du saupoudrage et celle de la systématisation. Alors, lorsque la stratégie adoptée est celle de l'opportunisme, en fait, aucun objectif de dissémination n'est préalablement établi. Là, la dissémination de l'intervention, elle s'accomplit plutôt au gré des opportunités, en tirant parti des circonstances favorables et selon la demande. Elle ne répond pas à un plan de développement de l'intervention. La stratégie de saupoudrage, elle répond à l'objectif de disséminer l'intervention, je dirais, un peu partout. Dans ce cas, en fait, la dissémination, elle correspond à la mise en œuvre de l'intervention sur au moins un site par unité de territoire déterminée. Par exemple, chaque département de la région concernée compte un établissement scolaire dans lequel l'intervention d'intérêt est mise en œuvre. La quantité de territoire ou de population touchée n'est pas en ligne de mire donc, de cette stratégie, c'est plutôt la dispersion de l'intervention sur les territoires qui importe. Et puis, on a la stratégie de la systématisation. Donc, l'objectif poursuivi est celui d'atteindre 100% ou le maximum de la couverture cible, hein, donc en termes de population ou de territoire. L'idéal poursuivi, c'est celui de généraliser complètement, voire de normaliser l'intervention. L'ambition, là, c'est d'implanter l'intervention partout, pas un peu partout, partout, systématiquement. Et ce type de stratégie, il résulte davantage d'un engagement politique et financier de la part du décideur, donc financeur, que du libre choix de l'opérateur responsable de l'intervention ou de la dissémination, parce que ce type de stratégie nécessite un soutien politique et des ressources considérables sans lesquelles cette systématisation n'est pas permise. Cette stratégie de systématisation, elle semble plus adaptée à des interventions qui sont de nature plutôt souple et adaptable, plus qu'à des interventions type programme clé en main qui demandent énormément de ressources. Alors, au cours de la dissémination de l'intervention, ces stratégies, elles ne sont pas fixées forcément une bonne fois pour toutes, hein, elles peuvent être amenées à évoluer. Et cela se produit principalement quand la stratégie qui est de dissémination menée de façon opportuniste rencontre un succès important, et donc quand la demande et l'intérêt pour l'intervention sont importants eux aussi. Et donc les disséminateurs peuvent choisir d'établir une stratégie de dispersion sur les territoires, donc de saupoudrage ou de systématisation. Le choix de la stratégie de dissémination territoriale, elle répond en fait à des positionnements idéologiques différents. Elle répond aussi, je viendrai, à des positionnements pragmatiques différents. Alors, ces positionnements idéologiques, en fait, le premier, il va prôner une conservation la plus absolue possible de l'intervention dans sa mise à l'échelle. Et cette fidélité à la version originale de l'intervention, elle est alors synonyme de qualité pour celui qui le porte, de mise en œuvre. Elle s'oppose à la seconde idéologie qui, quant à elle, va plus viser, on va dire, la quantité d'interventions distribuées, donc de populations touchées, ainsi que son inscription, son intégration dans les pratiques courantes, quitte à sacrifier finalement le respect de certains éléments, de certains aspects interventionnels, quitte à dégrader, si je puis dire, la version originale de l'intervention. La faveur, elle est donc donnée, dans ce cas-là, à l'adaptation, à l'appropriation de l'intervention, en acceptant, s'il le faut, une dilution de son effet. Et le cas échéant, au bénéfice d'une dissémination massive. Ces positionnements idéologiques, en fait, ils sont étroitement liés aux considérations qui portent sur le respect de l'intégrité de l'intervention ou de permissivité d'adaptation des interventions. Et ils mettent également en scène l'affrontement
entre le principe bien connu d'imposition ou de contrainte au titre du bénéfice populationnel et celui de liberté d'adoption au titre de l'autonomie et de l'indépendance des individus. Et cette dernière tension, donc, elle est fréquemment rencontrée dans le champ de la santé publique. Elle n'est pas rattachée uniquement au concept de mise à l'échelle, mais elle n'est pas dénuée d'ambiguïté non plus, puisque, par exemple, dans l'échantillon de personnes qu'on a rencontrées, certains interlocuteurs vont s'opposer finalement à l'obligation de mettre en œuvre une intervention pour un établissement, en souhaitant respecter donc le principe de volontariat, mais parallèlement, ils vont soutenir la nécessité d'imposer l'intervention aux populations d'un établissement, donc lui volontaire, sans se soucier de l'adhésion de chaque individu. Donc on a vraiment une question, une tension liberté-imposition qui est elle aussi à observer selon une question d'échelle finalement. Outre les positionnements idéologiques, le choix de l'une ou l'autre stratégie de dissémination, il reste et il résulte très couramment des contraintes pratiques, bien sûr, hein, positionnement donc pragmatique, puisque c'est aussi une question de limitation liée aux ressources disponibles, mobilisables pour l'intervention et sa dissémination. Et que là, bien sûr, toutes les ressources financières, matérielles, humaines, temporelles sont concernées par le bridage pour l'une ou l'autre de ces stratégies de dissémination de l'intervention. Ces limitations et cet aspect pragmatique, il est aussi très corrélé aux exigences des financeurs et aux engagements des opérateurs disséminateurs, bien entendu. Alors, parlons un peu maintenant du processus de mise à l'échelle. Donc, ce que j'entends par là, c'est de quelle façon, en fait, est-ce qu'elle se déroule, cette mise à l'échelle? Alors, ce qu'on va se demander, c'est est-ce qu'il existe des étapes clés déjà dans ce processus de mise à l'échelle? Eh bien, quand on observe la littérature, on se rend compte ce processus, il est très, très souvent décrit comme non linéaire. Et donc, plutôt que d'identifier des étapes strictement successives qui seraient clés, c'est davantage des phases de travail qui peuvent apparaître donc en différents temps du processus de mise à l'échelle et à différentes reprises également au cours du processus qui sont identifiées. Ces différentes phases, elles reflètent pour beaucoup l'acquisition des conditions donc, de succès de la mise à l'échelle, bien entendu. Alors, dans le corpus documentaire qu'on a étudié, on a pu dégager 10 phases de travail qui sont relatives à la mise à l'échelle d'une intervention de santé publique. Je vous propose, pour respecter notre timing, de les survoler rapidement et d'y revenir si vous le souhaitez, et pour les décrire plus en détail en fin d'intervention. On retrouve dans ces phases de travail des phases de travail qui sont propres à la mise à l'échelle de l'intervention et d'autres qui sont communes à toute démarche projet, on va dire, dans le secteur de la santé publique. Donc, il y a une phase de travail qui se centre sur le développement de l'intervention expérimentale, une autre sur l'identification de l'intervention, donc pas strictement successive, hein, je l'ai dit. Une phase de travail qui se centre sur l'évaluation et l'analyse de l'intervention sous le prisme de la mise à l'échelle. Une autre sur l'analyse des contextes, des populations et des ressources qui sont concernées par le déploiement. Une phase de travail centrée sur la décision de mise à l'échelle de l'intervention, sur la sélection et la planification de la stratégie de mise à l'échelle, sur la préparation également de l'intervention, mais aussi des contextes et des populations pour la mise à l'échelle, sur la dissémination de l'intervention en elle-même, sur l'évaluation continue ou le monitorage et sur le maintien de l'intervention dans le temps. Alors, quand on regarde, pareil, une vue d'ensemble de ce processus, ce qu'on peut dire, c'est que ce processus, une nouvelle fois, de mise à l'échelle, il ne correspond pas à une évolution passive et spontanée de l'intervention. Ça ne se limite pas non plus à la seule dissémination de l'intervention. Ce processus, il concerne tous les segments du développement interventionnel, conception d'intervention de santé publique, évaluation, dissémination. Il est très vaste finalement, assez tentaculaire. La mise à l'échelle, elle peut pas être considérée comme un déroulement qui soit continu et monotone, ni comme une activité qui soit momentanée. C'est quelque chose de très diffus. En fait, il faut avoir en tête que les contextes de mise en œuvre, les besoins et les caractéristiques des populations, de la même façon que les ressources mobilisables vont pouvoir évoluer au cours des différentes phases de travail. Et donc, ces évolutions, elles vont engendrer l'adaptation à la fois de l'intervention et des stratégies d'implémentation mises en œuvre pour favoriser et maintenir la mise à l'échelle d'une intervention avec succès. Donc, on va avoir des effets de
rétroaction, de rétro-contrôle, on va dire, de rétro-investissement de l'une ou l'autre phase de travail selon à la fois les résultats de chacune des phases et à la fois les évolutions du milieu, je vais dire, pour être assez englobante. Donc, chacune des phases de travail, elle peut être réinvestie et révisée au cours du processus de travail au gré, finalement, des résultats et des observations obtenues. Par ailleurs, vous le voyez sur ce petit schéma-là, il est possible d'identifier 3 groupes d'activités dans le processus de mise à l'échelle. Le premier, en vert, il va englober les activités de développement et de mise en œuvre de l'intervention. Le second, en bleu, les activités d'évaluation et d'analyse. Et le dernier, en rouge, les activités stratégiques et décisionnelles. Et ces différentes familles d'activités vont faire appel à des compétences différentes, à des acteurs différents, à des profils différents. Et donc, inviter, on va dire, une diversité de casquettes à œuvrer autour de cet objectif commun de mettre à l'échelle une intervention. Alors, une fois qu'on a dit ça, un petit peu plus de précision et surtout un petit peu plus d'opérationnalité. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre finalement pour accompagner cette mise à l'échelle? En fait, la mise à l'échelle, elle convoque là encore une large gamme d'activités et elles ne vont pas non plus, de même que les différentes phases de travail, répondre à une séquence immuable, hein. Toutes les interventions ne traversent pas nécessairement l'ensemble de ces activités, ni dans le même ordre, comment je veux dire, ni aucune activité n'est incontournable dans ce processus de mise à l'échelle. Néanmoins, on peut distinguer certains pôles d'activité par leur récurrence, hein, dans les expériences des personnes que j'ai rencontrées. On distingue en fait schématiquement 2 gros pôles, l'élaboration de la proposition d'intervention d'une part, et puis l'accompagnement à la mise à l'échelle d'autre part, que je vais vous détailler ici. Donc le premier pôle, il est nécessaire à la mise à l'échelle d'une intervention, mais il n'est pas spécifique, hein, c'est lié à la gestion, à la démarche de projets en santé publique. On rencontre 3 activités, le diagnostic de santé publique, le parangonnage, le benchmarking et le développement de l'intervention, mais là je ne vais pas les développer. Et puis le second pôle correspond à l'accompagnement, à la mise à l'échelle de l'intervention. Donc ces différentes activités, prises séparément, ne constituent pas non plus des spécificités à la mise à l'échelle, mais l'ensemble de ces activités va constituer, va renforcer, on va dire, la mise à l'échelle de l'intervention. Et là, on trouve donc 8 activités que je vous représente: la communication, la coordination, la contractualisation, l'outillage, la formation, la facilitation ou le conseil, le monitorage et l'actualisation. Et ces activités, elles sont souvent invisibilisées en réalité dans le processus de mise à l'échelle, dans le financement aussi de la mise à l'échelle, alors qu'elles sont au cœur de celle-ci et qu'elles vont permettre de porter vraiment véritablement l'intervention dans sa dissémination. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que ces différentes activités, elles se rattachent à des objets différents. Elles vont pouvoir concerner l'intervention elle-même, mais aussi son implantation ou son implémentation, selon le vocable qu'on va choisir, sa dissémination et sa pérennisation. Donc on peut, si vous voulez, décliner chacune de ces activités-là selon ces différents objets. Et donc, elle invite différents acteurs, bien sûr, à contribuer à ces activités. Je regarde si j'ai encore un petit peu de temps. Timothée, est-ce que je peux détailler un petit peu ces activités peut-être? Oui, oui, vas-y, pas de souci. Ça marche. Alors, je rentre un petit peu plus là dans le détail pour vous expliquer ce qu'il en est. Dans la communication, donc, cette communication, elle est essentielle à la mise à l'échelle. C'est un levier majeur, mais plus qu'un levier, c'est une activité constitutive de la mise à l'échelle. Et en fait, elle est développée envers différentes cibles, hein, cette communication, envers les bénéficiaires, bien sûr, envers les acteurs démultiplicateurs. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Les acteurs démultiplicateurs, c'est à la fois les responsables des sites de déploiement, les opérateurs, les structures ou les agents relais, mais c'est aussi une communication envers les décideurs, les financeurs ou les institutions. Et cette communication, finalement, elle va porter donc, sur l'intervention elle-même et sur sa mise à l'échelle au sens implantation, dissémination et pérennisation. Et elle va avoir pour but à la fois la promotion de l'intervention, elle va permettre d'alimenter la prospection et donc de venir mobiliser, identifier de nouveaux opérateurs, de nouveaux sites pour essaimer l'intervention. Elle va être également au service du plaidoyer, donc pour l'intervention et sa dissémination, dans l'idée de convaincre donc à la fois de la pertinence de l'intervention
donc de sa mise à l'échelle, et puis d'amener à reconnaître, à soutenir, voire à financer la mise à l'échelle de l'intervention. Et donc, cette communication, bien sûr, elle peut prendre des formes très variées et se déployer au travers de différents outils, formules. La coordination de la mise à l'échelle, là, on est dans une coordination multiple qui s'exerce à différents niveaux parce qu'elle va concerner là aussi à la fois l'implémentation, la dissémination et la pérennisation de l'échelon le plus local finalement de la mise à l'échelle de l'intervention à l'échelon le plus central et stratégique. On va rencontrer cette coordination. Elle va correspondre à l'organisation des ressources humaines, financières et matérielles qui sont nécessaires à la mise à l'échelle. Elle correspond à son organisation, aussi à sa synchronisation, à la synchronisation des différents acteurs et différentes ressources nécessaires au processus. Cette fois aussi, la coordination, elle souffre d'un manque de reconnaissance ou d'une sous-estimation de la part des financeurs de la dissémination, parce qu'elle est rarement une activité financée, et lorsqu'elle l'est, elle l'est souvent de façon peu, voire pas durable, comme un booster, on va dire, un investissement de démarrage pour la mise à l'échelle, mais elle n'est plus, en tout cas, soutenue dans le long cours. La contractualisation, donc les activités de contractualisation, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est dans la mise à l'échelle, il y a la mise en place de contrats à gogo, en fait, dans cette aventure, de conventions entre différentes parties. Et ils sont de nature très différente. Ils peuvent être liés au financement de l'intervention, à la propriété intellectuelle et à son intégrité, au respect de son intégrité, également permettre de régir l'utilisation des outils, des formations, des supports d'animation de l'intervention. Ça peut être aussi des contrats de partenariat, des contrats de prestation. Bref, ces différents contrats, ils ont tous pour objectif de réguler les agissements des différentes parties impliquées dans la mise à l'échelle de l'intervention en fixant les droits et les devoirs de chacun. Et donc, ils vont borner en quelque sorte la mise à l'échelle de l'intervention et la dispensation elle-même, l'implantation de l'intervention. La formation, en fait, je vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais dans la dimension de pérennisation de l'intervention, l'une des stratégies qui peut être employée, c'est celle de l'autonomisation finalement des acteurs. Et donc, il y a une nécessaire formation, un nécessaire transfert de compétences qui est impliqué donc, par la mise à l'échelle. Et donc, ces formations, elles vont porter à la fois sur l'animation de l'intervention auprès des bénéficiaires, sur l'implantation de l'intervention sur les sites de déploiement, et puis elles vont porter aussi sur la transmission elle-même de compétences, selon, vous le verrez plus tard, les couches successives, on va dire, de responsabilité dans cette mise à l'échelle. Et donc, on va pouvoir traiter dans ces formations de contenu thématique, d'apports théoriques, de techniques d'animation, de gestes et de postures professionnelles, de méthodes et de conditions d'implantation et de stratégies pédagogiques à des fins de transmission donc auprès des agents démultiplicateurs de la mise à l'échelle. On a une activité qui est la constitution d'un set d'outils pour la mise à l'échelle. Le rôle donc, de ces outils, c'est toujours de permettre ou de faciliter la prise en main de l'intervention et sa dissémination sur le territoire. Et puis, il y a aussi un aspect d'harmonisation des pratiques, on va dire, dans la dissémination, permis par cette mallette, ce set d'outils communs. Et donc là, dans les outils, on a à la fois des outils qui vont appuyer la dispensation et l'animation de l'intervention, des outils plutôt pédagogiques pour transmettre l'intervention, des outils relatifs aux activités précédentes, donc de communication et de coordination. On a aussi des outils qui vont aiguiller l'implantation du programme, des outils qui vont appuyer la dissémination massive du programme, et puis des outils de suivi et des outils d'évaluation, à la fois de l'intervention et du processus de mise à l'échelle. Il y a une activité encore importante, c'est celle qui est liée à l'actualisation de l'intervention et également de ces différentes ramifications, on va dire. En fait, le processus de mise à l'échelle, il s'inscrit dans la durée, donc il nécessite un état de veille sur l'intervention, mais aussi sur son adoption et sur le contexte de déploiement donc, dans lequel elle s'inscrit, qui vont permettre de mettre en œuvre des révisions nécessaires, on va dire, au maintien de l'intervention et à sa pertinence. Et donc, on a une activité continue ou à minima très fréquente de révision, d'actualisation donc de la proposition interventionnelle et de l'ensemble des productions qui sont liées, des formations, des techniques et des outils qui vont permettre d'avoir toujours des propositions qui sont adaptées aux évolutions sociétales, qui intègrent les données récentes de la science et qui vont
aussi représenter un aspect novateur qui peut être appétant pour adopter l'intervention. On a une activité qui est liée au conseil, à la guidance, qui est liée à la facilitation de la mise à l'échelle de l'intervention. Et là, en fait, la structure référente, elle va être reconnue, je vais vous en parler plus tard, de cette structure référente, comme experte de l'intervention. Et elle va prodiguer un accompagnement aux différents opérateurs et sous diverses formes pour sécuriser leurs pratiques, pour les accompagner dans l'acquisition des compétences qui sont nécessaires à l'intervention et pour les autonomiser. Et l'objectif, là, ça va être vraiment de faciliter donc la mise en œuvre de l'intervention et de répondre aux difficultés le cas échéant, de solutionner les problèmes rencontrés, bref, de faciliter, de simplifier, on va dire, l'investissement des différents opérateurs. Et enfin, la dernière activité au cœur de la mise à l'échelle, c'est le monitorage. Et ça correspond à la formalisation d'une surveillance continue, tant de l'implantation de l'intervention que de sa dissémination et de sa pérennisation. Et là, on peut avoir différents formats, souvent comment je vais le dire, 2 volets sont intégrés. Un suivi qualitatif qui va permettre d'observer la mise en œuvre de l'intervention, d'identifier les difficultés, les besoins des nouveaux opérateurs, et puis un suivi quantitatif qui, dans ce cas, va permettre de colliger des données plutôt liées aux activités concernant donc le public touché, le nombre d'opérateurs ou de sites actifs, les accompagnements assurés, les formations dispensées, mais aussi l'idée de mesurer l'envergure de la dissémination et sa pérennité. Donc, ce monitorage qui va permettre à la fois de réviser et d'améliorer l'intervention, mais le processus également de mise à l'échelle. Alors, comment est-ce qu'on va identifier les chevilles ouvrières de la mise à l'échelle, ce que j'ai appelé tout à l'heure les agents démultiplicateurs? Alors, selon la situation, cette identification, elle va concerner la structure support. Donc, la structure support, c'est celle qui est référente de l'intervention et pilote de la dissémination sur les territoires. Les structures relais, plus ou moins distales, ça dépend un petit peu de la structuration de l'intervention et de sa dissémination. Les opérateurs ou les sites de déploiement et les bénéficiaires correspondants. Alors, bien sûr, il n'existe pas une façon unique de procéder. On va distinguer plusieurs méthodes d'identification. La désignation, la sélection et l'adoption libre. Et elles participent finalement d'un continuum commun qui est établi entre une approche qui va être dite top-down, donc pour la désignation, c'est-à-dire où l'impulsion dominante est du côté des institutions, une approche de l'autre côté dite bottom-up, concernant l'adoption libre où l'impulsion dominante vient des acteurs de terrain. Et la méthode dite de sélection est à la croisée, on va dire, de ces deux impulsions. Enfin, le démarchage, c'est davantage un déclencheur du ralliement à l'intervention. Donc, le choix de l'une ou l'autre de ces méthodes, elle va dépendre de l'intervention, de sa maturité, mais également du territoire et de ses décideurs. Et une même intervention, elle peut faire l'objet de méthodes d'identification des multiplicateurs différentes selon les territoires de déploiement et les financeurs ou les décideurs qui vont être concernés dans ces différents territoires. Dans de nombreux cas, on va avoir plusieurs méthodes qui coexistent pour une même intervention. Et plusieurs méthodes d'identification peuvent être aussi saisies autour d'une même intervention selon quel acteur démultiplicateur l'identification concerne. Par exemple, on peut rencontrer une méthode de désignation pour la structure référente de l'intervention et pilote de la dissémination, et parallèlement une démarche plutôt de sélection, par exemple, pour les sites démultiplicateurs, les opérateurs de terrain. Alors, la désignation, très brièvement, c'est la méthode d'identification qui répond donc à une impulsion institutionnelle. Selon le cas, elle peut concerner donc les structures support, les structures relais, les opérateurs ou les sites d'intervention. Et là, la décision, elle appartient aux autorités. La sélection, c'est une méthode située donc à la rencontre des impulsions institutionnelles des acteurs de terrain et elle va résulter plutôt de l'étude de candidatures qui peuvent être issues d'appels à projets ou d'appels à manifestation d'intérêt ou de décisions qui vont être plus informelles, qui vont venir plutôt de discussions au cours desquelles des intérêts communs ont pu émerger. L'adoption libre, c'est la méthode d'identification qui répond à une impulsion des acteurs de terrain. Elle repose sur le volontariat et donc la dissémination de l'intervention, là, elle se fait à la demande, au gré des sollicitations et cette méthode, elle est parfois nommée boule de neige, elle profite de la transmission informelle qui est plus de l'ordre du bouche à oreille. Enfin, la dernière méthode, on va dire, qui peut déclencher l'adoption, c'est le démarchage. Dans cette situation, en fait, la structure support qui est référente de l'intervention et qui pilote la dissémination, elle va adopter une posture
proactive et elle va venir solliciter les acteurs et les sites potentiels de déploiement les uns après les autres, les invitant donc à mettre en œuvre l'intervention. Cette méthode, elle est plutôt rencontrée dans les prémices de la dissémination, donc lorsque l'intervention elle est peu connue, parce qu'elle requiert la mobilisation de ressources très importantes, et donc elle est généralement délaissée dès que possible, dès que l'intervention est suffisamment reconnue, lancée, de façon à soulager, on va dire, la structure support ou les structures relais qui vont permettre de s'intégrer dans d'autres modèles. Un dernier élément donc, sur le processus de mise à l'échelle, c'est la question de quelle conformation va pouvoir être adoptée pour répandre l'intervention. En fait, la mise à l'échelle, elle peut épouser deux conformations différentes. Une conformation plutôt pyramidale, représentée à gauche, et une formation plutôt rayonnante ou en étoile, là, plus rarement empruntée, représentée à droite de ma diapositive. Alors, ce qui est rigolo, en fait, c'est que ces deux conformations types, elles sont justifiées, elles sont adoptées dans un même souci de proximité avec le terrain. C'est cet argument qui est avancé pour l'une comme pour l'autre, on va dire, de ces conformations. Alors, la conformation pyramidale, elle va répondre à ce souci de proximité en piochant les différents acteurs de la dissémination dans le milieu de l'intervention au sein du territoire concerné. Et puis, la conformation rayonnante, elle y répond par un mouvement plutôt d'aller vers, dans lequel, on va dire, les strates d'acteurs mobilisés sont moins nombreuses, mais elles se déplacent dans les territoires de dissémination. Et donc, dans les deux conformations, on identifie, par contre, une structure support pour la mise à l'échelle, qui donc, encore une fois, est référente de l'intervention et qui pilote la dissémination. Dans la conformation pyramidale, en fait, on peut avoir rencontré plus ou moins de strates d'acteurs selon l'échelle et l'ampleur, bien sûr, de la dissémination. Communément, dans cette conformation, à chaque strate d'acteurs correspondent des missions particulières et un niveau territorial. Plus l'acteur se positionne donc à proximité du sommet de la pyramide, plus l'étendue de sa zone de responsabilité est grande, et plus l'acteur se positionne à proximité de la base de la pyramide, plus ses interactions avec le terrain de déploiement sont importantes. Et les missions qui vont être attribuées à chaque strate d'acteurs sont également variables, donc d'une intervention à l'autre. Pour illustration, dans le cadre d'une mise à échelle nationale, par exemple, on pourrait observer donc une structure support nationale référente de l'intervention et pilote de la dissémination qui serait en charge de la coordination du déploiement, du développement des outils, de la construction des dispositifs de formation, par exemple, et de l'accompagnement, ainsi que du plaidoyer auprès des financeurs et des responsables nationaux. On pourrait trouver des formateurs de formateurs en charge de transmettre les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être aux futurs formateurs et de les accompagner dans leur activité. On leur attribue également parfois des missions de coordination et de communication, et cette strate d'acteurs, elle serait rencontrée du coup à l'échelle régionale. On peut rencontrer des formateurs en charge de transmettre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être aux futurs opérateurs et de les accompagner dans leurs activités. Là aussi, on peut avoir des missions de coordination et de communication à ce niveau-là, et cette strate d'acteurs, on la rencontrera à l'échelle départementale. On pourrait rencontrer des opérateurs en charge de la mise en œuvre de l'animation de l'intervention directement donc, sur les différents terrains. Parfois, on a un ou des référents de proximité qui sont identifiés parmi un groupe d'opérateurs et qui vont être les interlocuteurs privilégiés des strates supérieures et responsables donc, de la coordination et du suivi, cette fois local. Et puis enfin, on a les bénéficiaires qui vont être et ou les professionnels ou les populations, donc selon l'intervention dans leur territoire. Dans les différentes situations que j'ai pu étudier, les titres et les responsabilités des différentes strates d'acteurs vont varier d'une intervention à l'autre. La structure support, on la nomme parfois référent national, responsable du déploiement ou porteur. Les référents de proximité, on retrouve parfois les noms de coordinateurs de terrain, par exemple. Et les opérateurs, on peut les trouver sous le titre de développeurs, développeurs locaux, porteurs locaux, animateurs. Enfin, les dénominations sont nombreuses. Dans la conformation rayonnante, elle est plus simple, cette conformation-là, un peu en étoile. C'est une conformation qui est moins statique que la précédente. Dans ce modèle, en fait, vous avez la structure support qui est référente donc, de l'intervention, qui est plus en lien avec le terrain, et c'est elle-même qui va être formatrice, voire parfois opératrice, et qui va se déplacer dans les différents sites de déploiement de l'intervention. La structure support, dans ce cas, elle va jouer un rôle de colporteur en fait, de l'intervention au sein des différents sites de déploiement. Cette conformation, elle implique moins de strates d'acteurs, je vous le disais, pour la mise à l'échelle, une relation plus directe entre la structure support et le terrain, mais donc des efforts massifs de la part de la structure support aussi, qui doit jongler avec de nombreuses missions différentes et se déployer sur des territoires très différents.
Alors, je finis mon propos sur ce processus de mise à l'échelle par une petite synthèse de la notion. Donc, je vous propose une nouvelle vue d'ensemble avec une représentation schématique du phénomène. Pour aller à l'essentiel sur ce processus, je dirais que ce processus, c'est un processus donc, qui est centré sur l'intervention de santé publique, mais qui a 3 soucis, 3 ambitions: l'implantation de l'intervention, la dissémination de l'intervention et sa pérennisation. L'implantation de l'intervention, elle va correspondre à sa mise en œuvre, à son application en contexte réel. La dissémination de l'intervention, elle va correspondre à son expansion sur de nouveaux sites. Certains utilisent le terme d'essaimage, que j'aime beaucoup, et c'est cet aspect que j'ai davantage évoqué avec vous aujourd'hui, hein, cette dimension d'expansion de nouveaux sites. Et puis, un souci de pérennisation de l'intervention, qui correspond à sa durabilité, à son inscription dans le temps. On retrouve donc dans le processus de mise à l'échelle les 3 dimensions du concept de mise à l'échelle que j'évoquais précédemment: le réel, l'espace et le temps, que j'ai déjà évoqué. Donc, ce processus, il va être permis par un ensemble d'activités qu'on a évoquées ensemble, qui sont spécifiques et aspécifiques, qui sont déployées de façon organisée au service d'une stratégie formalisée, arrêtée. Et on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le processus de mise à l'échelle, donc c'est aussi un processus qui est soumis et conditionné par différentes évaluations, des évaluations qui ont différents objets. Et c'est enfin un processus qui nécessite de multiples prises de décision de la part d'une grande variété de protagonistes en réalité. On a évoqué aujourd'hui, et je terminerai sur cette diapositive, donc le concept de mise à l'échelle. On a également évoqué le processus de mise à l'échelle et particulièrement sa dimension d'expansion territoriale. Ces 2 facettes, elles sont vraiment essentielles pour saisir le phénomène, mais elles ne sont pas suffisantes. D'autres aspects, donc non moins importants, sont à prendre en considération dans ce phénomène de mise à l'échelle. Je l'évoquais dans mon introduction. La mise à l'échelle des interventions de santé publique, c'est une stratégie une stratégie de santé publique qui va permettre de favoriser des politiques éclairées par les données probantes. La mise à l'échelle va laisser encore de nombreux questionnements dans son sillon, donc dont la RISP pourra se saisir, la recherche interventionnelle pour la santé des populations, et dont la RISP se saisit de plus en plus. Et elle n'est pas seule à le faire, puisqu'on a d'autres acteurs institutionnels qui s'intéressent énormément à la question, et puis des opérateurs également de santé publique qui participent à renseigner ce processus, et ce qui a été le cas dans mes travaux, mais comme dans ceux également de Timothée et d'autres groupes qui s'organisent sur le territoire. C'est un processus qui est complexe et qui mériterait d'être davantage accompagné et outillé pour que les différentes parties prenantes puissent s'y engager plus facilement, plus aisément. Et c'est enfin un processus qui s'appuie sur des dispositifs structuraux que je n'ai pas évoqués aujourd'hui, dont l'objet est de favoriser ou d'impulser, de permettre même parfois la mise à l'échelle des interventions, mais qui induisent également des modèles de mise à l'échelle qui impliquent des contraintes qui sont elles aussi à étudier pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans ces processus. Et je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai été assez longue sur cette présentation, en vous remerciant de m'avoir écouté, et je suis à votre disposition si vous souhaitez échanger. Merci beaucoup, Nolwenn, pour cet apport théorique et aussi construit à partir de, on l'a vu, tu l'as dit, de tes travaux d'enquête. Il n'y a pas eu de questions dans la conversation, mais voilà, on peut se prendre une petite dizaine de minutes pour vous laisser la parole s'il y a des besoins d'éclaircissement, des questions particulières sur ce qui a été présenté. La parole est à vous. Ça peut aussi se faire dans le chat si il n'y a pas les conditions pour parler. Voilà. Oui, Sandrine. Oui, bonjour, Sandrine Lioré de l'INSERM. Merci beaucoup pour cette présentation très enrichissante. J'avais une question de sémantique. Les mots implémentation et implantation ont été utilisés, formulés, et j'aimerais savoir s'ils sont interchangeables ou s'ils renvoient à des notions bien spécifiques. Alors, je ne veux pas prendre de risques sur ma réponse. C'est des mots
dans mes travaux, j'ai rencontré de façon interchangeable, complètement interchangeable, mais c'est aussi des notions qui font l'objet de recherches particulières des sciences même de l'implémentation, donc qui sont un objet d'intérêt dans la recherche interventionnelle très très fort et qui ont en effet des nuances, qui révèlent des nuances et des aspects différents. Donc, tous les auteurs ne les superposent pas. Dans ce que j'ai rencontré, en me centrant, en ajustant ma visée sur la mise à l'échelle, en revanche, les personnes que j'ai rencontrées et les articles et les productions scientifiques que j'ai pu lire les confondaient. Ça ne veut pas dire que c'est voilà, une loi générale, mais donc, dans la façon dont je les ai manipulés et évoqués auprès de vous et dans mes travaux de recherche, je les ai là aussi superposés pour ma part. Et quand vous dites ça, c'est dans la littérature anglophone? Parce que c'est vrai qu'on lit implementation, mais moi, c'est plus en français, j'ai l'impression que parfois des nuances sont faites, mais finalement, est-ce que implantation, implémentation, dans la littérature, enfin en anglais, on a 2 mots différents? Ou non, en fait? Alors, il y a surtout plusieurs définitions d'implémentation. Et effectivement, quand vous dites plusieurs traductions, implémentation qui sont parfois traduites comme chez nous, comme implémentation, comme implantation, comme mise en œuvre ou même comme déploiement. C'est parfois collé, on va dire, voilà, c'est des raccourcis, on va dire, de traduction. Mais dans la littérature anglophone, l'implémentation elle-même n'est pas définie par tous les auteurs de la même façon. Et donc, certains vont accoler, on va dire, la notion de dissémination, de diffusion, je ne sais pas comment, voilà, à la question de l'implémentation. D'autres vont se focaliser, on va dire, sur plutôt donc, des aspects de mise en œuvre, donc de réalisme, on va dire, de pratique de l'intervention. Donc, il y a quand même vraiment des distinctions qui sont faites, donc, dans la littérature anglophone, pas par le mot, mais par les définitions qui existent. Ça mériterait, mais je suis sûre que ça existe d'ailleurs, de se plonger davantage sur le propos. Mais c'est vrai que c'est ensuite masqué par la traduction française de ces notions-là. Il faut revenir vraiment à la Merci. source pour démêler tout ça. Merci Nolwenn, merci Sandrine pour la question. Alors, il y a Nicole qui pose dans le chat une question sur, voilà, passionnant, merci pour la description des différentes formes de mise à l'échelle. Mais qu'en est-il des facteurs facilitants? À moins que j'ai été insuffisamment attentive. Non, Nicole, pas de panique. Ça a été abordé un petit peu, mais pas en détail, parce que c'est aussi des choses qui ressortent de l'enquête. Mais Nolwenn, je te laisse vous répondre. Oui, non, vous avez été attentive. Je ne l'ai pas évoqué aujourd'hui. J'ai dû sélectionner, on va dire, un échantillon des résultats issus de mes travaux. J'ai choisi de me centrer sur le concept, la notion et le processus. Mais bien sûr, j'ai également creusé ces questions de freins et de leviers, comme vous dites, de facteurs facilitant la mise à l'échelle. Je ne l'ai pas présenté aujourd'hui parce que c'est aussi un très gros morceau. Mais Timothée va en parler dans les résultats de ses propres enquête, recherche, voilà. Mais effectivement, c'est intéressant de voir à la fois quels sont les facteurs facilitants et à la fois, je dirais, quels sont les facteurs qui jouent sur les décisions, parce que ça va être aussi des facteurs, au-delà de facteurs qui vont favoriser l'implantation, donc je vais le dire comme ça, ou la dissémination de l'intervention, des facteurs qui vont permettre de franchir ce go-no-go, là, cette décision, ces décisions même de la part des financeurs, des différents décideurs, mais différents opérateurs qui vont épouser l'intervention aussi et qui vont poser donc leurs décisions sur différents aspects. Donc ces aspects-là sont aussi à travailler. Mais je serais ravie de vous en parler une autre fois avec plaisir. Oui, en effet, Nolwenn est en cours de travail. C'est pour ça qu'on l'associe là à la dynamique, parce que vous avez vu que son travail, finalement, est tout à fait en parallèle aussi au travail de la dynamique DEEP. Et donc, elle aura l'occasion aussi de réintervenir en fonction des avancées aussi des résultats de son travail de recherche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a un micro peut-être au niveau sauvegarde 71 qui s'est ouvert, mais je ne sais pas si c'est parce que vous souhaitez prendre la parole ou pas. Non, non, excusez-moi, non, Non, j'ai pas, pas l'adresse. pas de souci, pas de souci. Eh ben, écoutez, si ça vous va, moi je vais prendre le relais de Nolwenn sur la présentation des résultats de l'enquête. Et alors, c'est pas la bonne fenêtre puisque hop,
Je vais partager mon écran. Ah, Sandrine, vous avez encore levé la main, tu souhaites... Non. Non, d'accord. J'ai pas l'impression de l'avoir levé là, mais... Pas de souci. Alors, bonjour, bien. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Et Oui, On va très oui, bien. c'est On bon. va très Oui, bien. très bien. Bon, merci. Donc, oui, voilà. Alors, moi, j'interviens donc après Nolwenn avec peut-être pas mal de choses. Quand on a présenté le travail, on s'est dit, enfin, on a préparé le travail avec Nolwenn, on s'est dit finalement, il y a vraiment des éléments qu'on retrouve. Alors, moi, je suis pas, les éléments diagnostiques issus du travail diagnostique sont pas aussi euh, posés comme ça sous forme de modèle théorique, mais on retrouve pas mal d'éléments. L'idée, c'est donc de vous présenter ces éléments un peu brièvement, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a le travail de production du support qui va arriver, qui va reprendre un peu plus les choses en détail. Donc, l'idée, c'est là la présentation. Je vais vous parler un petit peu du contexte et de la méthodologie de l'enquête, sachant qu'il y a déjà eu des résultats intermédiaires qui avaient été présentés à la fin de l'été précédent pour celles et ceux qui étaient là. Et puis, je vais vous parler voilà, un peu enfin, voilà, les représentations qu'on les reprend sur les programmes probants, aussi voilà, une typologie des programmes probants qui sont identifiés, et puis tirer quelques avantages, limites des typologie de déploiement des programmes probants, avec aussi un listing, enfin, identifier des facteurs facilitants pour répondre un petit peu à la demande de Madame Darmon. Et puis après, voilà, je parlerai aussi des différentes étapes, des enjeux aussi de ces déploiements, et notamment en fonction, au regard des différentes fonctions que peuvent avoir les différentes parties prenantes dans le déploiement des interventions, des programmes probants. Et puis ensuite, ben voilà, on fera un retour sur les principaux enseignements et ce que souhaitent porter aussi les différentes personnes interviewées et rencontrées dans le cadre de l'enquête. Et puis après, il y aura un travail sur les perspectives donc de la démarche DIP. Donc voilà, l'idée c'était vraiment dans ce travail-là, c'était de permettre de comparer une comparaison des expériences de déploiement de programmes probants, identifier des actes de travail et puis éventuellement contribuer à renforcer les effets positifs des programmes probants et faciliter le déploiement, et puis au service aussi de faciliter la coopération des parties prenantes dans le cadre du déploiement, puisqu'en fait les recommandations et les groupes de travail qui vont sortir de là sont vraiment à viser d'identifier les éléments qui permettraient d'augmenter et d'être un effet démultiplicateur du déploiement des programmes probants. Donc, j'ai étudié un petit peu, enfin, on a étudié un peu suite, d'ailleurs, c'était suite à un atelier de travail de la première journée de lancement du MarchDeep, certains axes, notamment, voilà, que c'était les représentations autour des programmes probants des personnes interviewées, les typologies de déploiement, identifier comment se construisait le programme, les émergences et début de déploiement, la mise en œuvre du déploiement et puis les acteurs impliqués, et puis identifier finalement les enjeux qui peuvent sortir de la pérennisation du déploiement et l'évolution du programme. Et comment sont discutées aussi ces évolutions, alors, ou ces adaptations au cours de leur pérennisation, voire même au début aussi de leur mise à l'échelle de leur déploiement. Donc, pour arriver à tout ça, eh bien, je me suis basé sur l'analyse de fiches de capitalisation, sachant il existe des fiches de capitalisation de programmes probants. Donc, il y en a 6 qui sont accessibles sur le portail CAPS. J'ai aussi organisé quatre focus group auprès d'acteurs en charge, on va dire, de la mise en œuvre de programmes probants dans les structures les plus proches du public bénéficiaire des programmes probants. J'ai fait aussi un focus group auprès de structures qu'on a appelées comme ressources, mais qui sont plus en charge des activités, qui a mentionné Nolwenn, de coordination et de pilotage des déploiements
déploiement. Il y a eu aussi un autre focus group avec des institutions au niveau des ARS, Santé publique France, et aussi de l'INCa, mais aussi des institutions donc, qui représentaient aussi dans le cadre de, de direction de la santé en Polynésie française qui impliquait aussi dans le déploiement. Donc ça, c'est plutôt le troisième focus group. Et le dernier focus group était composé de chercheurs qui ont pu participer ou contribuer et être impliqués dans le déploiement des programmes probants. Il y a eu aussi un questionnaire en ligne qui a été partagé, je vais dire, de façon très ouverte dans nos réseaux respectifs au courant de l'été, avec une trentaine de réponses, avec je ne vous mets pas tous les détails, mais avec une bonne représentativité des différents types des parties prenantes impliquées, et puis un petit travail de revue de la littérature, mais c'est surtout des réflexions issues des retours de terrain et de gens impliqués dans le déploiement. Et puis, forcément, je me suis aussi nourri des temps de rencontre qu'on a eu l'occasion de mettre en œuvre dans le cadre de la démarche DEEP. Donc pour les résultats de l'enquête, pour la perception de ce qu'est les acteurs des programmes probants, donc c'est un programme pour lequel il y a une évaluation scientifique qui a montré une efficacité du programme. C'est selon, pour les gens impliqués, une série d'interventions qui s'inscrivent sur le long terme auprès du public, et il y a une certaine rigidité avec des exigences en termes de mise en œuvre, et ces programmes de déploiement sont associés à des supports et les outils qu'évoquait Nolwenn tout à l'heure, ça peut être les carnets d'emplacement, le guide d'intervention, qui permettent d'accompagner ce déploiement et cette mise en œuvre. Et les interventions sont dites complexes et souvent interviennent sur différents déterminants et niveaux. Et il ressort aussi de la perception qu'ont les programmes probants, c'est qu'il y a une sorte de reconnaissance institutionnelle qui font que c'est aussi une des caractéristiques de ce que pourrait être un programme probant, avec le fait qu'il soit reconnu institutionnellement, en fait aussi un programme probant parce que soutenu et partagé quand il est décidé de mettre en œuvre un programme probant. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce qui avait été une définition qui avait été portée par Promotion Santé Normandie, qui avait déjà fait un travail sur la diffusion, le déploiement des programmes probants, et notamment une citation de Béatrice Lambois qui dit que une intervention pour laquelle il y a un programme probant, c'est une intervention pour laquelle il y a des effets positifs qui ont été démontrés empiriquement par des protocoles expérimentaux, qui ont été maintenus sur le long terme et puis qui ont été répliqués dans au moins 2 sites différents. Les données de recherche doivent être disponibles, de même que les modalités d'intervention. Vous voyez, dans la perception qui sont proposées pour les acteurs à interviewer, on retrouve des éléments de définition, d'une définition proposée par le programme probant, sur lequel nous, on propose aussi de rester et qu'on soutient dans le cadre de la démarche DEEP, et qui rejoint finalement aussi différentes formes de mise à l'échelle qu'a présenté tout à l'heure Nolwenn. Alors, dans les typologies de déploiement, dans ce qui a été rencontré, en fait, on a 3 grands types de déploiements qui ont été observés. Il y a à la fois l'expérimentation et le déploiement d'un programme qui est issu de l'international et qui est souvent issu soit d'un travail à la fois d'un démarchage, d'un développeur international, c'est-à-dire qu'il y a des structures identifiées, des structures dont le travail est d'aller démarcher dans d'autres pays et dans d'autres pays et dans d'autres contextes, la mise en œuvre, le déploiement du programme probant. Donc c'est une forme de déploiement de programmes probants avec en effet un travail justement de démarchage qui est assez fort, ou alors il peut être aussi identifié par un acteur ou un financeur qui a identifié dans un autre pays ou à l'occasion de colloques ou de choses comme ça, qui est un programme qui est validé à l'étranger et qui peut faire l'objet d'une diffusion dans le cadre du territoire, sur le territoire français. Après, il y a aussi les programmes qui sont issus de projets expérimentaux et qui font l'objet d'une évaluation scientifique et d'un déploiement, mais qui sont en fait expérimentés et travaillés en France, soit qui sont, on va dire, développés par les acteurs et viennent se greffer
dessus un travail d'évaluation scientifique au service d'un déploiement et d'une construction vers un programme probant, soit c'est aussi développé plutôt par des équipes de recherche qui voudraient en fait plutôt développer une intervention qui correspondent quelque part aux référentiels théoriques qui travaillent dans le cadre de leurs travaux. Et c'est souvent là qu'on retrouve quand même, et aussi dans le cadre de la recherche interventionnelle, une co-construction où c'est pas si dichotomique entre développement par les acteurs et les chercheurs, où il y a aussi des fois des évaluations de projets, développement de projets et déploiements qui sont issus d'un travail de recherche interventionnelle où il y a une co-construction cette expérimentation. Et puis après, il y a le développement régional de programmes qui est déjà mis en œuvre au niveau national dans d'autres contextes. Et donc, soit, voilà, là, ça peut être lors d'une, voilà, mis en œuvre par les ARS qui missionnent, qui désignent des acteurs pour leur déploiement, ou alors les acteurs qui vont travailler en fait à identifier eux-mêmes des programmes sur le territoire et qui vont aller chercher d'autres programmes à développer. Et puis ces acteurs peuvent aussi être identifiés par le pilote national avec une sélection. Et donc là, ça rejoint, alors pas aussi clairement que ce qu'a pu présenter Nolwenn, mais c'est le travail un peu de présenter que finalement, il y a différentes formes, avec soit c'est une désignation, une sélection, une adoption sur libre, ou un démarchage du déploiement des programmes probants. Alors, je vais pas aller dans le détail, mais pour chacune des typologies identifiées, eh bien, il y a des avantages qui peuvent être perçus. À la fois, voilà, pour le côté international, il y a l'avantage d'avoir un déploiement qui est expérimenté, éprouvé. Il y a des outils qui existent déjà. Il y a des équipes d'accompagnement qui sont disponibles, en tout cas à l'étranger, et qui peuvent aider à la mise en œuvre. Il y a aussi, quand c'est le cas d'un démarchage, forcément, c'est proactif et la facilitation, l'expérimentation est plus facile. L'avantage pour les projets expérimentaux développés dans le cadre de projets de recherche internationale ou développés en France, finalement, peuvent aussi, souvent, c'est l'expérimentation, comme elle a été faite en contexte français, facilite un peu le déploiement. Et voilà, les collaborations entre acteurs et chercheurs permettent de modéliser le programme plus facilement et aussi être déjà aussi mis à l'épreuve des potentielles étapes de vie, de pérennisation dans un contexte de réalité, de contexte qui se ressemble quand même. Et donc là, on peut aussi trouver comme facilité grâce à une co-production des différentes protocoles avec une approche qui est pragmatique aussi en fonction des besoins identifiés par les deux parties. Et donc faciliter aussi les étapes de déploiement. Et puis après, aussi pour le développement régional de programmes qui existent déjà au niveau national, il y a un côté programme clé en main qui peut assurer la prise en charge de l'accompagnement et du pilotage qui facilite et qui séduit. Dans les limites, toujours peut-être pour cela, et je reconnais dans l'autre sens, donc c'est peut-être que cela vient parfois percuter cette forme-là de déploiement, elle vient percuter des initiatives locales qui sont déjà en cours et donc contribuer à la difficulté aussi de sa mise en œuvre. Pour l'évaluation scientifique, les issus d'un projet expérimental développé en France, c'est souvent qu'il y a des disponibilités des chercheurs qui sont limitées, il y a aussi une culture de l'évaluation et parfois une méconnaissance des différentes modalités d'évaluation, type d'évaluation, et donc un processus long de co-construction et de mise en œuvre et de soutien aussi au déploiement avec des temporalités très différentes entre l'intervention et le temps de recherche. Et puis parfois, des financements fonds ciblés qui sont sur la recherche ou l'intervention avec peu de souplesse pour le financement des deux axes.
Et puis après, pour l'expérimentation, pour les déploiement de programmes internationaux, eh bien, il y a souvent un temps d'adaptation qui est assez long, qui mobilise beaucoup de ressources. Les effets, l'évaluation, les effets en phase expérimentale sont parfois anciens, en tout cas quand ça vient d'un programme qui a été développé, par exemple, dans les années 90 aux États-Unis. Et voilà, donc voilà, c'est des fois le besoin de quand même faire un travail d'évaluation, d'éléments d'évaluation qui sont aussi réadaptés parce que voilà, développés dans un contexte qui est 2019 qui est tout à fait différent. Et puis quand même, cette phase le fait qu'il y ait aussi des gens qui ont une mission de démarchage, et ben, il y a une sorte aussi parfois de labellisation avec une sorte de marge de manœuvre restreinte et parfois même une relation commerciale dans la mise en œuvre et le déploiement qui est identifié par les gens qui sont rencontrés et qui, voilà, qui peuvent aussi présenter des difficultés. Donc voilà, peut-être dans les facteurs facilitants, ce qui est montré, c'est que voilà, quand il y a une disponibilité et une expertise d'équipe de recherche en évaluation de l'adaptation, et notamment là, Santé publique France a ce rôle-là aussi d'identifier, de soutenir aussi, à faciliter d'identifier voilà, comment faciliter l'expérimentation et l'évaluation aussi de recherche dans l'adaptation, et puis essayer de structurer un modèle économique et anticiper la pérennité du programme, et puis penser aussi le retrait des différents acteurs impliqués dans le contexte expérimental. Et ça, c'est vrai que ces facteurs facilitants sont aussi qui peuvent être pensés aussi sur, pas forcément pour chaque typologie, mais finalement qui sont assez transversaux aussi. Ce qui est observé aussi forcément, c'est ce qui facilite le déploiement de projets expérimentaux français quand il y a un soutien institutionnel régional ou national au développement de la recherche interventionnelle, mais aussi voilà, qui facilite le renfort des collaborations entre acteurs et chercheurs, et puis aussi une culture des recherches effectives, des actions de terrain. Et voilà. Après, donc, pour le déploiement régional, ce qui est observé, c'est que quand il y a un terreau favorable à la thématique du programme déployé, donc au-delà des caractéristiques, c'est quand il y a notamment, c'est notamment vrai, par exemple, sur les compétences psychosociales, où finalement, par exemple, il y avait des programmes qui ont essayé de se développer, mais pour lesquels il n'y avait pas encore de culture autour de ce sujet-là. Et donc, voilà, ce qui est observé aussi, c'est que ça facilite aussi la mise en œuvre quand il y a des sujets aussi à l'inverse qui existent. Et à l'inverse, par exemple, pour certains programmes sur par exemple, les violences sexistes qui sont un peu moins OK, ou les questions de violence liées au genre qui sont un peu moins travaillées, peuvent être plus dures à diffuser et peut-être expliquer aussi parfois la difficulté de la mise à l'échelle et le déploiement. Voilà, et après, dans tous les cas, ce qui est observé, c'est quand même qu'il y a une mise en commun, une comparaison des expériences de déploiement entre les régions au niveau national, et puis renforcer aussi la place des études de transférabilité et des études d'adaptation dans les différents contextes. Mais ça, je vais y revenir un peu plus en détail par la suite. Donc là, c'est une présentation un peu rapide, mais voilà, tout va être un peu aussi illustré dans le cadre du travail d'enquête. Alors, j'ai voulu aussi illustrer les différentes fonctions liées au déploiement qui rejoignent un petit peu ce qui a été présenté par Nolwenn. L'étoile des différentes activités que Nolwenn, tu as présentées en fin de tout à l'heure, se retrouve plutôt dans le pilotage du déploiement, donc au centre, avec une fonction de pilotage et d'expertise de coordination. Il y a forcément un travail d'évaluation théorique et scientifique au début de l'expérimentation, mais aussi sur le long cours, un travail de financement et d'influence, et aussi, avant tout, une impulsion, une politique liée au déploiement de programmes probants, puis qui commandite aussi la mise en œuvre et le déploiement de programmes probants. Et puis, il y a le volet implémentation, où là, on est souvent à la croisée avec des acteurs issus du champ de la santé, mais aussi on peut se retrouver auprès de structures où se fait le travail de mise en œuvre, auprès d'acteurs qui, on va dire, ne sont pas identifiés dans le champ de la santé. Et je pense, par exemple, à des structures, même si c'est dans une marge de
promotion de la santé, mais donc dans les écoles et tout ça, où finalement la culture n'est pas liée forcément, c'est pas issu du champ de la santé pure, et donc voilà, avec des acteurs intermédiaires qui facilitent. Alors là, j'ai parlé d'implantation, donc plutôt dans les différentes structures. Et puis un soutien à la mise en œuvre, mais là issu plutôt des politiques qui ne sont pas directement liées aux questions de santé, mais donc aux politiques internes dans l'éducation nationale, par exemple. Donc, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais donc après, pour chaque fonction, il y a un travail de rôle et mission des acteurs qui sont impliqués dans les différentes fonctions qui peuvent être mises en place. Et puis, j'ai fait un travail aussi d'identification des points d'achoppement et de difficultés, avec, par exemple, l'enjeu de financement du pilotage, voilà, dans la flèche, la double flèche. Alors, vous ne voyez pas, mais pas très malin d'ailleurs d'avoir fait ça. Je ne voyais pas ma souris, mais voilà, le financement du pilotage, et Nolwenn l'a évoqué, où finalement il y a plutôt un financement au début, mais que l'expérimentation, enfin, pilotage, mais que sur le long terme, il y a une invisibilisation et un manque de soutien aussi de ces fonctions de pilotage du déploiement. Il peut y avoir aussi des difficultés entre les acteurs qui sont en charge au niveau national du déploiement et les acteurs qui sont plus dans les territoires en charge de l'implantation, avec aussi des difficultés en termes de timing, d'enjeux, des difficultés de financement, et donc voilà des points de friction que je reprends un petit peu dans le travail d'enquête, et puis qui se retrouve aussi au niveau, j'allais dire, un peu plus bas, auprès des structures qui sont en charge de l'implantation dans les différentes structures les plus proches du public bénéficiaire, avec des points de friction aussi. Parfois, il n'y a pas de financement et de soutien politique d'acteurs qui sont en charge de la mise en œuvre concrète, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des déploiements dans des structures de programmes probants qui sont portés par une seule personne en interne, ou voilà, qui n'est pas forcément soutenue par la hiérarchie, et donc aussi des difficultés pour le déploiement, et surtout pour la pérennisation, avec des difficultés aussi d'assurer gérer par exemple le turnover ou ces aspects-là. Et puis dans la flèche où il y a le lien entre acteurs de champs issus de la santé et ils sont hors de la santé, il y a aussi des financements avec plus en silo, avec des difficultés aussi institutionnelles et de rencontres entre des champs différents et des institutions issues de champs différents. Et alors, les versions positives sont montrent, là, dans le cadre de l'enquête, mais là, je ne vais pas avoir le temps de vous détailler, des éléments aussi de facteurs favorisants qui permettent des propositions faites par les acteurs pour faciliter voilà, les points de friction pour les différentes fonctions liées au déploiement. Alors là, c'est les motivations à s'impliquer dans le programme probant, mais je ne vais pas revenir dessus. Peut-être que ce que je voudrais aussi évoquer avec vous, c'est les suites du déploiement. Ça a été évoqué, en fait, que voilà, le programme probant, il évolue, et il est aussi dans une forme d'adaptation et d'évolution, et que, en fait, souvent, il y a une notion de, voilà, on a l'impression qu'il est exigeant et figé, mais en fait, c'est une certaine forme de rigidité, mais ce qui est observé par les acteurs, c'est que c'est plutôt un côté exigeant dans la mise en œuvre. Et puis aussi, il y a différentes formes d'adaptation et d'évolution qui peuvent se mettre en œuvre. Et en plus, ces formes-là peuvent être soit prescrites, c'est-à-dire proposées dans le cadre d'un programme probant, soit elles peuvent être aussi prescrites et acceptées ou discutées, voire encourager et accompagner dans le cadre de l'évolution d'un programme probant. Mais on observe aussi qu'il y a des fois aussi ce qui est appelé des dérives, où là, et même si les contours sont un peu flous, il y a des dérives de programmes probants qui seraient, dans le cadre de leur déploiement, en fait, identifiés, utilisés, ou seulement certains éléments ou certains composants du programme probant sont réutilisés, voilà, qui font partie un peu aussi de la prise
une limite aussi de la diffusion et de la communication sur le programme probant. En fait, eh bien, ils sont utilisés dans d'autres contextes et qui sortent en fait du cadre qui avait été envisagé dans le cadre de la déploiement initial et l'expérimentation initiale. Mais il y a aussi des inspirations avec aussi des évolutions, enfin là plutôt des inspirations où le programme peut être peut être pris et inspiré d'autres programmes pour lesquels en fait il se mettent en œuvre d'autres en fait une nouvelle évaluation et la naissance d'un nouveau programme. Donc voilà, j'ai quelques illustrations aussi de ce type, des différents types d'évolution et vie du déploiement que on pourrait prendre le temps de détailler si besoin, mais là je vais un petit peu avancer. Vous pouvez le lire aussi dans le travail qu'on à faire de l'enquête. Et puis après, là, on parle aussi du fait que voilà, la reproduction à l'identique d'un programme validé, c'est vrai que c'est quand même une illusion dans les expériences qui sont présentées là. Et qu'en fait, là, ce qui est proposé aussi, c'est de travailler finalement au-delà de l'evidence-based programme, on se base sur le programme en lui-même validé. C'est peut-être aussi aider à contribuer à ce que finalement on identifie dans le programme des éléments de transférabilité qui peuvent être adaptés au contexte d'implémentation des différents structures et donc de s'inscrire aussi dans une approche où on laisse une certaine liberté, une adaptation tout en respectant en fait et en discutant aussi de ces adaptations, des éléments de transférabilité et dans les recommandations et dans les discussions qu'il y a, c'est aussi soutenir beaucoup plus le travail d'analyse de transférabilité sur le sujet. Je vois que le temps tourne, mais donc peut-être que dans les enseignements généraux et les perspectives, donc peut-être là, ce qui ressort un peu de manière générale, et c'est à retravailler, c'est un peu à confronter aussi avec ce que vous en pensez, mais voilà, il y a souvent le besoin quand même dans le cadre des expériences vécues de déploiement de programmes probants, c'est trouver l'équilibre entre une standardisation liée voilà, un peu au déploiement de programmes probants et puis la part laissée à l'innovation et l'expérimentation, où finalement, dans certains contextes, eh bien, la perspective de s'inscrire directement dans le programme probant inquiète et inquiète sur le fait que comment laisser la place à l'expérimentation et puis soutenir aussi l'innovation et l'expérimentation qui est là et qui convient de continuer à financer aussi. Peut-être travailler sur une déconstruction aussi d'un programme qui est programme efficace et donc évoquer la dimension rigoureuse plutôt que rigide des programmes probants et que finalement c'est quand même l'inscription, s'inscrire dans un programme probant, c'est aussi s'inscrire dans un projet où pour les structures qui doivent voilà il y a une montée en compétences, une augmentation du volume de personnes, une augmentation aussi de l'activité et donc inscrire aussi dans une certaine rigueur aussi de travail basé sur aussi les derniers résultats aussi de la littérature sur le sujet. Nolwenn l'a évoqué aussi, mais reconnaître la mission de coordination du déploiement. Voilà, c'est quelque chose qui ressort aussi, une visibilité du volet coordination nationale et toutes les missions qu'a évoquées Nolwenn de communication, de soutien, voilà, de soutien aux acteurs qui sont en charge de la mise en œuvre. Et donc, voilà, reconnaître ce travail-là, reconnaître aussi les effets collatéraux bénéfiques des programmes Provence, c'est-à-dire qu'en effet, il y a aussi, au-delà du déploiement de programmes probants, en fait, il y a observé que quand même sur un territoire donné, eh bien, ça permet aussi de faire des montées en compétences sur un territoire, sur un sujet question de santé, faire avancer aussi des sujets liés au programme probant et de partager des outils donc, qui peuvent être réutilisés par les acteurs sous d'autres formes et qui sont aussi des effets collatéraux bénéfiques qui ne sont pas uniquement liés aux effets directs et immédiats du programme probant. Et après,
Et aussi, c'est donc soutenir et créer les conditions et les facteurs facilitants pour passer le plafond de verre des projets évalués par les équipes de recherche. Et voilà, Nolwenn l'a évoqué, c'est qu'il voilà, y a des programmes qui sont évalués, qui fonctionnent dans un territoire, mais qui ne passent pas à l'échelle régionale ou qui ne passent pas l'échelle voilà, de différentes structures. Et donc, comment travailler ça? Mais voilà, Nolwenn, dans le cadre de son travail, va identifier des choses et puis on va aussi y contribuer, et les plateformes, en fait, donc le registre de Santé publique France qui existe, c'est des modalités d'accessibilité justement à ces différents outils, même, et qui méritent d'être connus et connus aussi dans le processus aussi de soutien à l'accessibilité et la connaissance et la diffusion des programmes qui ont fait l'objet d'une validation scientifique. Voilà, peut-être aussi une des choses, c'est que souvent les interventions probantes, dans la grande majorité, sont centrées sur des milieux. Alors, par exemple, j'ai pris l'école, mais en fait, où finalement, l'application est assez. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, le public est accessible en volume et donc plus évident. Et il manque encore, voilà, en fait, l'approche de programmes probants ne fonctionne pas pour des publics en grande précarité ou dans des publics où c'est les contextes d'une approche plus standardisée et plus difficile. Et donc, voilà, peut-être que là, c'est là que les modalités de diffusion et d'approche liées peut-être sur les fonctions clés et evidence-based health promotion peut-être contribuer à travailler et à affiner aussi. Peut-être aussi parler du manque d'anticipation quant au retrait des acteurs, des modalités de pérennisation. Voilà, même si c'est dû au programme probant, bah voilà, il y a souvent à différentes étapes le souhait de se retirer aussi des programmes probants et laisser, pour pouvoir mettre aussi la place à d'autres. Voilà, d'autres activités. Et donc, voilà, ça, c'est à travailler. Et comme le disait Nolwenn, c'est aussi envisagé comme une stratégie structurée qui pourrait être voilà, importante de travailler. Et puis aussi, sortir aussi l'idée qu'il y ait une discussion sur aussi voilà, la nécessité d'une superstructure centrale pour définir et accompagner, déployer, voilà, et accompagner et déployer les interventions au-delà de l'échelle régionale et permettre aussi la comparaison et la mise en œuvre aussi de ces expériences de déploiement et d'accompagner le déploiement. L'INCa, qui participe au travail, est en cours de réflexion sur ce sujet-là, d'identifier les modalités d'accompagnement d'institutions au déploiement à l'échelle nationale, entre autres. Et voilà, mais donc c'est aussi à soutenir. Il est midi 10, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, sachant, comme je vous l'ai dit, que c'est une présentation un peu succincte et que l'idée, c'est d'affiner. Vous aurez le contenu plus en détail dans le document qui sortira en mai. Il n'y a pas de visibilité sur les personnes. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Il y a peut-être des questions. Alors, Oui. il y a des questions dans le chat. Je ne les voyais pas du tout. Il y a des gens qui sont partis. Très bien, bon, merci. Désolé, j'ai une intervention ici. D'accord. La transférabilité internationale peut-elle être envisagée sans recherche interventionnelle? Eh bien, bonne question. Alors, là, en tout cas, dans le cadre des expérimentations identifiées dans les croisements d'expérience, la transférabilité internationale est souvent accompagné par un travail au moins de validation, de l'évaluation, au minimum de l'évaluation initiale, et puis aussi accompagné dans le cadre aussi d'identifier les modalités de déploiement au niveau régional, mais ce n'est pas toujours adossé à un travail de recherche interventionnelle lié au contexte, par exemple, français. Mais en général, il y a quand même un travail de soutien d'équipes de recherche et d'expertise recherche sur les modalités de transférabilité ou de fidélité, enfin là, peut-être un suivi de la fidélité du programme et ou aussi un suivi de la possibilité comment dire,
des conditions de mise en œuvre et d'adaptation. Et souvent, là, quand même, c'est adossé à un travail de soutien et de collaboration avec des clubs de recherche, mais c'est pas forcément, c'est pas un objet de recherche interventionnelle pure. Il y a une collaboration avec des chercheurs qui peut arriver, mais c'est pas une recherche interventionnelle aussi lourde que ce qu'on peut le penser. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors peut-être si ça vous va, je vous propose peut-être de parler des différentes perspectives de la dynamique. Donc voilà, je vous l'ai dit, l'enquête sera diffusée en détail, partagée. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on en discute avec Nolwenn, mais il faudra voir comment pourra aussi à terme s'articuler ces travaux. On l'envisage, mais voilà comment ces travaux qui ne sont pas encore publiés pourront aussi être accessibles au fur et à mesure, parce que voilà, ils viennent enrichir aussi le travail qu'on fait, mais en tout cas, là, l'enquête et les résultats que je vous ai présentés là seront accessibles courant mai. Et puis, il y a un travail qui peut-être il y a 3 perspectives qui ressortent des discussions et différents rencontre. Après, peut-être que c'est à discuter, c'est aussi affiné avec vous si c'est besoin, mais il y a un groupe de travail qui se lancerait autour des documents d'appui. Et Nolwenn, tu parlais des outils, mais voilà tout ce qui est l'outillage à l'implémentation des interventions probantes et prometteuses et faciliter le déploiement. Et donc, peut-être que ça pourrait être des réflexions sur les leviers d'intervention incontournables et essentiels, les notions de faciliter aussi le travail d'analyse de transférabilité et voilà, clarifier un petit peu des notions aussi qui sont utilisées, par exemple, on parle de voilà, fonction clé et tout ça, tous ces aspects-là, finalement, sont pas encore bien maîtrisés. Et l'idée, c'est de lancer un groupe de travail qui permettrait de soutenir aussi le travail d'implémentation. Il y a un groupe de travail aussi plutôt sur le soutien institutionnel au déploiement. Et je vous ai parlé en fait du fait que l'INCa, qui souhaite développer une plateforme, je sais, comme ils ont une grosse journée aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui sont là aujourd'hui. J'ai vu Myriam se connecter, mais je ne pense pas qu'elle soit disponible pour venir. Mais disons qu'ils ont une plateforme de soutien aussi au déploiement de programmes probants, et à la fois ils se posent la question de comment, en tant qu'institution, ils peuvent accompagner ce déploiement des institutions, enfin des interventions identifiées. Et donc, peut-être aussi qu'il y ait des gens de la dynamique DIP qui soient là aussi pour faire un retour aussi de leur travail, et un peu comme une étude de cas. Et puis, l'idée aussi, c'est à partir des résultats qu'on a là, et puis d'autres réflexions qui sortent aussi des travaux travailler une stratégie un peu de plaidoyer structuré au cours des années à venir, où on pourrait aller communiquer ces résultats, identifier des axes d'évolution et travailler ça collectivement dans les espaces et avec les personnes les plus adaptées et auprès des personnes les plus adaptées à construire tout ça dans le cadre d'une stratégie de plaidoyer. Donc, tout ça au cours de l'année 2024-2020, puis on pourra poursuivre aussi en fonction des évolutions. Voilà, donc ça se basera forcément sur le travail d'enquête, mais aussi sur le travail, l'expertise aussi de vos expériences respectives. Voilà à peu près les axes de travail identifiés. Et l'idée, c'est donc que je vais vous communiquer les dates des prochains groupes de travail, des modalités de mise en œuvre de ces axes-là. Et si vous le souhaitez, si vous êtes disponible, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus en particulier, eh bien, je suis tout à fait disponible pour vous intégrer à ça. Et puis, à intervalles réguliers, on représentera les différents chantiers mis en œuvre, et puis dans lesquels viendront aussi s'intégrer des réflexions comme le travail de Nolwenn qui vient aussi apporter d'autres choses, ou des collaborations avec divers réseaux autour. Et je pense notamment au réseau SORISP, avec qui nous avons aussi des travaux qui finalement est dans la continuité et soutien de développement de la recherche internationale, et qui est cohérent avec les modalités de déploiement. Donc voilà à peu près où on en est. Voilà ce que je vous présentais aujourd'hui.